Bonsoir à tous les amis, quel plaisir de vous retrouver. Ça y est, on a terminé ces quarts de finale aller de Ligue des Champions. On pouvait s'attendre à ce que le PSG batte un Liverpool assez faiblard. On a été servi et c'est un peu le même sentiment que le match Real Bayern, hein. Ça peut terminer à 4-5-0. Peut vraiment y avoir fin de suspense absolu sur le match retour. Et les Parisiens, notamment Nuno Mendes à la fin, qui s'est pris les pieds dans le tapis, a été assez généreux. Même si je vais le dire d'entrée, pour moi, il y avait penalty sur Konaté qui pousse en pleine accélération Nuno. Et ça aurait dû faire penalty, potentiellement un troisième but, encore faut le convertir, mais on sait que Nuno Mendes a de belles qualités dans cet exercice, donc je pense qu'il aurait pris ses responsabilités comme à Nice. Et puis on avait un autre match, c'était peut-être le rendez-vous le plus incertain de ces quarts de finale d'un point de vue des dynamiques, et savoir si le Cholismo allait encore le faire. Le Cholo l'a fait en supériorité numérique, mais avec moins de possession, moins de tirs que le Barça. Il gagne 2-0 au Camp Nou. Mais très clairement, c'est pas terminé, parce qu'on sait que ce sont des matchs spéciaux entre les Barcelonais et les Madrilènes, mais voilà, l'Atlético a fait le match parfait de truand. Le carton rouge de Cubarsí, il n'y a rien à dire. Juliano Simone joue très bien le coup. Derrière, il y a ce coup franc exceptionnel de Julián Alvarez, et je le dis franchement, avoir de nouveau des tireurs de coups francs habilités qu'on identifie comme Julián Alvarez, Dominique Szoboszlai et également Alejandro Grimaldo, ça me fait plaisir, parce qu'on sait qu'on a connu, je vais parler de ma génération, mais le foot avec Monsieur Juninho. On avait aussi du Beckham, forcément du Messi, du Pirlo. On avait aussi des joueurs comme Nakamura, le japonais du Celtic, qui en tiraient vraiment avec une grande qualité. Et c'est vrai que fin des années 2010, début 2020, les tireurs de coups francs ont un peu disparu. Et là, pour le coup, dans ce football, on cherche toujours des petits détails à maximiser certaines choses. Moi, je me dis que les coups francs, ça doit être normalement un truc où les joueurs insistent, et il y en a quelques-uns parmi Alvarez qui l'ont compris, et c'est tellement bien tapé. Franchement, la trajectoire, elle est juste sublime. De ce que j'ai vu de ce match du Barça, on va évidemment débriefer d'abord le PSG, mais c'est un peu Lamine Yamal, le même, vous savez, LeBron James, no help, quoi. Yamal joue un sport que des fois ses coéquipiers ne parviennent pas à suivre, si en plus il y a le carton rouge de Cubarsí. Et je dis même pas ça pour saucer Yamal. Yamal, je suis un grand fan. C'est pas juste pour dire, regardez, Yamal, c'est fou ce qu'il fait. Ce soir, il fait un match qui est quand même dingue. Il y a des actions où, si ça va au bout, c'est des prix... voilà, pas loin de prix Puskás, ça ne se convertit pas. C'est comme les matchs contre l'Inter où ce garçon manque de convertir des occasions au retour. Mais ouais, Yamal m'a vraiment bluffé ce soir. C'est fou, hein, ce que ce garçon est capable de faire. Mais c'est pour ça que l'Atlético, même en supériorité numérique, s'est fait un peu peur. Donc je pense que c'est pas fini. Peut-être que ça va être très compliqué à remonter, mais le Barça doit être animé, guidé par quelque chose. En Liga, ils ont fait le job, ils ont une petite marge. Qu'on envoie ce week-end, je veux voir aucun titulaire, je veux pas voir Yamal, je veux voir que des mômes de la Masia, je veux voir que des mecs sans barbe, qu'avec des coupes de bons petits Espagnols. Faut évidemment aller, aller là-dessus. Il fait toujours le dribble en plus, qui est impossible à penser. Non, c'est vrai que l'action, par exemple, où il fait en solitaire en première période, c'est fou, c'est fou. Enfin, il est pas récompensé, donc il y a encore un match au retour. On va pas enterrer le Barça, mais c'est vrai que ça sentait pas bon, cet Atlético en mode coupe, comme on l'a présenté à pas mal de reprises, même sur l'instant de Coupe du Roi, où ils ont gagné 4-0 à l'aller, ils ont perdu 3-0 au retour, mais ça s'est joué à pas grand chose, pour ceux qui s'en souviennent, en Copa del Rey. Et après, comme tu le dis, Hugo, oui, depuis un moment, le Barça et la Ligue des Champions, c'est un rendez-vous manqué. Pendant pas mal d'années, ça a été des remontadas, ça a été contre la Roma, ça a été contre Liverpool, ça a été des claques contre la Juve. T'as eu aussi des passages en Europa League contre Francfort, mais depuis pas mal de temps, le Barça se fait un peu tuer sur des cartons rouges, des situations de 1 contre 1.
On a forcément Araujo contre le PSG qui peut venir en tête. Là, pour le coup, c'est le jeune Koubarsi qui se met à la faute avant la mi-temps. Après, ça donne pas un penalty, ça donne un coup franc. Mais comme je vous dis, hein, Alvarez, dans cet exercice, alors oui, il va pas en convertir un tous les week-ends, mais c'est top 3 des meilleurs tireurs de coups francs. Et à son poste, numéro 9, c'est le meilleur. Donc c'est vrai que c'est assez redoutable. L'Atlético, c'est un tir en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que c'était eux qui étaient à 10 contre le Barça. Oh là 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 là. Mais tu sais quoi, cette stat, elle m'étonne même pas. Et on peut même aller plus loin, l'ami. Ce tir-là, qu'est-ce qu'il donne? Il donne un but. Peut-être que ce soir, on a assisté à une des meilleures versions du Cholismo Prime. On en a eu quelques-unes. Mais c'est vrai que l'Atlético avait déjà sorti le Barça. On va attendre le retour, comme toujours. Hein. Mais il l'avait déjà fait en 2014, en 2016. Ça a vraiment l'étiquette, le statut d'équipe qui gâche la fête. Je sais pas comment ils font, mais ils adorent ça. Un peu le seul contre tous et vraiment embêté et voilà, couper des rêves. Et c'est vrai que le match, on pouvait s'y attendre. Mais là, ça va être tendax pour le retour. J'ai vu juste un autre message, un Inigo Martinez dans cette équipe. Ouais, je pense qu'on y reviendra quand on parlera un peu plus en long, en large de ce match. Mais Inigo Martinez, alors oui, à 33-34 ans, t'avais la promesse du dernier gros contrat, te mettre définitivement à l'abri. Je mets vraiment des guillemets pour faire ça de manière grossière, histoire d'aller en Arabie Saoudite et de toucher le jackpot. Mais j'aimais beaucoup la charnière Inigo Koubarsi, même si évidemment ça pouvait concéder des buts, ça avait des failles, mais je trouvais que les deux, il y avait un truc. Il y avait un truc ensemble. Et ouais, je pense qu'il y a toujours des priorités du côté du Barça d'un point de vue du mercato. Et peut-être que moi j'ai pas envie d'enterrer Koubarsi ce soir parce que 2007, jeune défenseur, on le sait tous que c'est pas un métier pareil qu'être défenseur au Barça par rapport aux autres équipes. Mais je pense qu'il a vraiment besoin d'être entouré avec un tonton, un mec qui rassure davantage. Alors Gérard Martin, c'est dur parce que voilà, il fait une belle saison depuis qu'il a été replacé à ce poste, mais quand je parle de ça, c'est vraiment, vous savez, un mec avec un peu plus d'aura. C'est pour ça qu'un Schlotterbeck capitaine Dortmund, j'aurais bien aimé quand même si j'ai pas la garantie encore une fois, hein, que Schlotterbeck t'aurait résolu tous ces problèmes. En tout cas, j'espère que ça va pour vous. Merci beaucoup à Dash et j'ai une autre personne qui ont pris des petits primes sur le stream pour soutenir et Zpog, ça fait grandement plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée de Ligue des Champions. On a également Ninor, Nol, Brandol. Nol qui pose cette question. Scipion, tu as une explication de pourquoi Braga joue le mercredi ses matchs à domicile en Europa League? C'était déjà le cas en barrage. Alors, c'est une règle que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas par cœur, mais l'UEFA interdit d'avoir 2 matchs dans un périmètre de 50 km le même jour. Il y a Braga. Et qu'est-ce qu'il y a à 50 km de Braga? Il y a Porto. Et la programmation a fait que tu avais Braga, Betis, également Porto Nottingham. Donc c'est pour ça que tu as un match qui a été avancé. Donc je pense que les plus heureux d'entre vous ont pu se faire un petit marathon foot avec ce Braga Betis qui s'est terminé sur le score d'un partout. Et demain, on a donc le fameux Porto Nottingham. Donc voilà, c'est une règle que certains ne connaissent pas, mais c'est toujours bien de rappeler pourquoi. Et c'est pour ça aussi que des fois vous n'avez pas le Real et l'Atlético qui jouent le même jour, par exemple, si les matchs sont à domicile, l'Inter et Milan. Bon, en même temps, vous allez me dire c'est compliqué parce que ils sont comment? On va pas jouer à 44 sur, sur la même pelouse. Mais après, bon, il y a des villes aussi où il faut essayer de se débrouiller. Hein. Arsenal, Chelsea, Tottenham, du coup t'as Arsenal le mardi, t'as Chelsea le mercredi, t'as Tottenham à l'extérieur. Donc des fois, c'est aussi une certaine on va dire gymnastique, logistique pour s'organiser. Salut à Alpiero qui est là pour la première fois, qui pense à Laurent Bonnard, une très belle pensée. Salut Yamine, j'ai enfin Scipion en live et pas le rediff. Écoute, merci à toi. Et puis pour tous ceux qui sont encore une fois en rediff, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On est sur YouTube également avec le podcast Le Cop de Scipion. Bon, on va aller tranquillement sur ces quarts de finale de LDC. C'est vrai que le PSG a fait le job. Ah oui, je pensais aussi, après avoir fait un gros point sur ces matchs européens, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui est sorti aujourd'hui. C'est les fameux rapports de la DNCG pour la saison 2024-2025. Vous savez que l'économie de la Ligue 1, c'est difficile, que certaines équipes sont dans le rouge. Il y a des clubs qui ont joué avec le feu. Il y a quand même un écart de 288 millions d'euros
de recettes entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais. Le LOSC est à 80 millions d'euros de positif. L'OL est à moins de 108 millions d'euros. Et franchement, c'est juste... Enfin, tant mieux s'ils ont pu rester en Ligue 1, si l'actionnaire a remis au pot, si la DNCG a fait la sanction nécessaire et que ça a permis de dégager Textor. Mais notre Américain, les gars, et lui vraiment, c'est de la folie. Hein. Ah, on se régale. Hein. Ça donne quoi, celui du club géré par El Grandissimo Gérard Lopez ? Bah, comme on n'est plus avec un statut professionnel, on va pas apparaître dans ces bilans-là, mon pote. Donc nous, on a quand même une DNCG fédérale. Hein. Je rappelle, c'est pour ça que vous voyez souvent des tweets de Romain Molina passer. Sanctions à Cholet, sanctions du côté d'Aubagne, voilà. Il y a aussi une DNCG fédérale qui est même censée être plus stricte que la DNCG qu'on connaît Ligue 1, Ligue 2. C'est pour ça que oui, il y a beaucoup de clubs qui mettent des fois, je vais pas dire la clé sous la porte, mais qui sont rétrogradés, qui ont des problèmes. Drax qui demande péno ou pas sur Nuno Mendes à la fin de match. Pour moi, oui. Moi, je l'ai dit. Quelqu'un m'a aussi demandé sur l'action Zaïre Emery Konaté, je suis partagé parce que de base il touche la jambe, c'est un contact, mais c'est sur la situation, il va faire ce tacle qui est quand même bien exécuté, donc ça fait partie pour moi des zones grises. Ça peut siffler, ça peut ne pas siffler, c'est pas le scandale dans les deux sens, ça fait partie d'une interprétation d'arbitrage. Pour le coup, des fois je vous dis par exemple noir ou blanc sur Nuno Mendes, il y a vraiment pour moi penalty tous les jours. Sur Konaté, ça peut siffler, moi je le siffle pas par exemple. Donc voilà, c'est kamikaze, c'est vrai que c'est un gros risque. Décidément, Konaté cette saison, il aime prendre ce type d'opportunités audacieuses, on va les qualifier comme ça. Mais j'aime bien aussi laisser un peu l'interprétation aux arbitres, même si là du coup, il y a eu une correction par la VAR. On va aller tout doucement sur ces matchs de Ligue des Champions. Ah, le PSG. Alors, j'ai vu Hugo SSE qui disait faut pas s'enflammer, en face, c'est une équipe de Ligue 2. Alors, c'est vrai que Liverpool, 26% de possession, 0,18 XG, 3 tirs, 0 cadré, 0 occasion de but, 75% de passes réussies, 189. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien Liverpool, club 5 fois vainqueur de Ligue des Champions. Et on parle pas de Barnsley, d'Accrington. Moi, j'ai qualifié les 10 premières minutes de Liverpool de Swindon Town. Voilà, ça vous rappellera quelques souvenirs sur FIFA avec les obscurs clubs de 3e division anglaise, de 4e division, de Ligue 1, de Ligue 2, les équipes avec très très peu d'étoiles. C'est vrai que c'était très très dur ce soir pour Liverpool. Je m'attendais pas à ce genre de match quand même. Je savais qu'ils allaient souffrir, je savais qu'ils allaient laisser le ballon au PSG, mais je pensais encore une fois qu'il y avait peut-être un peu d'orgueil, de sentiment de rébellion. J'ai pas envie de dire perdu pour perdu, mais t'es inférieur au PSG, cette approche un peu trop prudente, et même de toute façon t'es sanctionné dès la 12e minute. Alors c'est vrai que la frappe de Désiré Doué, elle rebondit avec l'aide de Gravenberch, mais t'as un peu provoqué pour moi cette réussite du PSG parce que t'as pas proposé grand chose. Ouais, Arne Slot pour moi ça signifie la fin. Comme je vous dis, il a eu sa tempête à l'automne, on était pas loin quand même de le voir partir. Il est resté, il a un peu redressé la barre, mais au final, on se rend compte qu'on est sur un Liverpool qui a dépensé 500 millions d'euros et qui n'est pas certain d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça, c'est quand même ça interpelle vraiment. Donc là, ce week-end, ils ont un match contre Fulham. Ils sont à la lutte avec Chelsea, qui est une autre équipe un peu balbutiante, malade cette saison. Ils ont pris quelques risques à 2-0, ils auraient pu finir à 4-0. C'est vrai qu'ils sont un peu plus lâchés, et même, t'as eu 2-3 séquences, ok, mais ils sont tellement inférieurs, et ouais, pour moi, c'est vraiment le moment de changer de coach. Je vais même peut-être aller plus loin, je serais même presque pour changer de coach avant la fin de saison, tellement j'ai peur que t'aies un échec monumental. Ça représenterait quand même de pas se qualifier en Ligue des Champions. L'an dernier, t'es champion, là, tu passes à hors top 5, ce serait assez effrayant. Donc on attend Xabi Alonso, c'est un peu l'histoire. Xabi il a vraiment l'effectif pour, je pense, quand tu vois les joueurs. C'est un peu le rendez-vous attendu, naturel. Faut voir comme d'habitude, est-ce qu'il y aura d'autres propositions ? On sait que tu as une incertitude autour de Guardiola City, mais vous connaissez mon avis là-dessus. Je pense que ce sera peut-être plus Maresca qui a quitté
Chelsea en cours de saison et qui a été l'ancien adjoint, qui a quand même eu des résultats. Et je pense qu'il y a l'aspect connaissance Première Ligue qui peut rassurer. De toute façon, passer après Pep, ce sera pas simple. Après, pas tout sur Slot, parce que techniquement, le niveau de l'équipe aujourd'hui, c'est de... Non, bah, de toute façon, je pense qu'il y a un peu de tout. Slot, c'est ouais, c'est même plus une traversée du désert, c'est une vraie mauvaise période d'un point de vue du contenu proposé. On attend un exploit, une projection de Sobozai, un coup de pied arrêté bien tiré, un numéro d'Ekitike. Mais quand Ekitike est pris par Monsieur William Pacho, bah ça n'existe pas. Quand Sobozai il fait face à un milieu de terrain extrêmement performant ce soir, incarné par Zaïre Emery, Neves et Vitinha, et même, franchement, le niveau de Zaïre Emery sur la première période est juste sensationnel. C'est une des meilleures nouvelles possibles pour le PSG, pour lui, pour l'équipe de France, de voir à quel point ce joueur a été est revenu au premier plan. En même temps, j'ai regardé, il a que 20 ans, donc c'est aussi peut-être nous qui avons... En fait, je pense que c'est un peu des deux. C'est lui qui a été trop mis en avant parce que il a fait l'Euro 2024, mais il n'a pas joué. Il aurait dû rester avec l'équipe de France de Thierry Henry, les JO. Mais sinon, il y avait des choses quand même, à un moment donné, à 17-18 ans, c'était le meilleur joueur du PSG. Donc il y avait des raisons légitimes de s'enflammer. Il y a eu cette blessure. Et là, franchement, il est bien revenu. Il est vraiment bien revenu. Et comme tu dis, Full Guns, moi, qui m'a fait plaisir, c'est que Zaïre Emery, je trouve qu'il a retrouvé ce peps, cet talent, cette fraîcheur physique, mais désormais de plus en plus techniquement, je le vois faire des choses où je sens le joueur qui a pris de la confiance, qui a progressé là-dessus. Il y a 2-3 sorties de balles, il y a une action en première période où il tient le ballon, il le récupère pas. Je crois que c'est Liverpool qui finit par le prendre côté droit, mais il s'en sort bien, il résiste à 3 pressings, donc il est vraiment bon, il est vraiment c'est fort de voir à quel point il est redevenu un numéro 1. Je sais même plus quoi dire pour Pacho. Par contre, ça fait combien de temps que ce gars-là montre très peu de failles. Alors oui, il y a eu un contre son camp contre les Pays-Bas en match amical. Oui, il a été dominé par Balogun lors de certains matchs avec Monaco. Oui, Mathis Sabline l'a fait souffrir lors d'un PSG Nantes il y a un peu plus d'un an. Mais voilà, j'ai choisi 3-4 épisodes depuis son arrivée au PSG. Ce qui ressort de ce garçon, c'est que c'est le meilleur défenseur central au monde. C'est que... Et d'un calme, d'une sérénité, d'un sang-froid à toute épreuve. Je sais pas ce qu'il lui faut pour être fragile, mais il avait en face un des meilleurs joueurs de Liverpool cette saison, Ekitike, un joueur qui pose pas mal de problèmes aux centraux parce que il va y avoir des décrochages, des possibilités de se balader un petit peu, c'est la tentation de le suivre ou de rester dans sa zone, et Ekitike, à chaque fois qu'il était justement dans l'octogone de Pacho, il l'a pas laissé respirer, il a récupéré vraiment 2-3 ballons très proprement. En 1 contre 1, ouais, c'est le best. Franchement, dans la maîtrise défensive et la science du duel, Pacho, hier j'ai parlé d'élite absolue d'un point de vue technique pour Olysée. Là, c'est vrai qu'on est aussi sur la crème de la crème par rapport à cette capacité à ne pas se faire dépasser et à maîtriser ses duels et de ne pas se mettre en porte-à-faux et de ne pas avoir des cartons rouges comme d'autres défenseurs. L'Équateur, la Coupe du Monde, hâte de voir ce que ça donnera. On parle de beaucoup de Pacho, c'est vrai qu'ils vont avoir d'autres arguments, les Équatoriens, Caicedo, Hincapié, Ordóñez, Estupiñán. Devant, il y a le bon vieux Ener Valencia qui sera là. Mais je vous le dis encore une fois, l'Équateur, c'est 5 buts encaissés en 18 matchs de qualification. Dans une zone où tu as le Brésil, tu as l'Argentine, tu as la Colombie, tu as l'Uruguay. C'est juste effrayant. Enfin, cette équipe, elle a des qualités défensives. Après, il va peut-être te manquer, Ener Valencia, de mémoire, c'est 35 ans. Il va peut-être te manquer, un peu plus de talent ou de profondeur de banc pour l'aspect offensif. Mais avoir une très bonne défense en Coupe du Monde, je pense que ça peut te permettre de voyager sereinement. Et en plus, l'Équateur se retrouve dans un groupe où vraiment, ils ont un statut, ça va être relou pour pas mal d'équipes. Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, Curaçao. Ouais, je pense que l'Allemagne-Équateur et le Équateur-Côte d'Ivoire, on sera là. Bonjour Pipion, je trouve que ça matcherait très bien chez nous à Paname d'avoir Olysée, mais pas sûr que le Bayern le laisse partir, MDR. Ce qui est bien, c'est que notre ami Rétro, là, il a vu une attaque Gvara Dembélé Doué,
Et il est à un buffet à volonté. Il est au grand buffet de Narbonne et il se dit bah tiens, est-ce qu'on n'irait pas se reprendre un petit magret de canard alors qu'on a déjà dégusté un homard, un homard succulent. C'est vrai que c'est très bien d'avoir un appétit comme ça, mais je peux comprendre que tout le monde ait envie d'avoir Olysée, mais bon, encore une fois l'attaque du PSG ce soir, elle est quand même assez fascinante. Dembélé ce soir difficile. En vrai, Dembélé, il fait quand même un bon match. Il n'est pas récompensé. Il y a quand même cette capacité à vraiment bien se déplacer, que ce soit hors et dans la surface, pour obtenir des occasions. Ça frappe sur le poteau, si ça rentre, c'est un golasso absolu. Il lui manque ce petit brin de réussite. Je pense que il plantera peut-être à Anfield. Mais ce qui est bien, c'est que contre Toulouse, bon, on va dire, je compare Ligue 1 et LDC, ok, mais Ligue 1 où tu vois que Dembélé a marqué un doublé, que ça a été l'homme un peu héroïque, le mec mis en avant. T'as aussi cette situation où Gvara et Doué ont beaucoup travaillé, et là t'as eu un peu l'inverse, où Gvara et Doué ont pris la lumière, et Dembélé, oui, c'est peut-être un match moyen. De toute façon, c'est un gars qui a eu des standards tellement hauts cette saison que tu regardes sa rencontre, tu peux avoir des choses à redire, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a des ratés, c'est vrai qu'il manque de réussite, ça n'a pas été sa meilleure version, mais en tout cas, moi ce que j'aime avec ce PSG-là, c'est que même si tu as ton joueur phare, ton ballon d'or, qui est pas dans sa meilleure soirée, il y en a d'autres qui vont prendre le relais, et quand je parle de prendre le relais, en fait, Gvara, notre ami Gvara là, Vishava Gvarashchelia, pourquoi est-ce que ça l'embête, ça le saoule de jouer en Ligue 1? Parce que si ce joueur-là, il avait ce niveau chaque week-end dans la Ligue des Talents, quand je fais les petits débriefs Ligue 1, bah déjà il serait dans les équipes types à chaque fois, et surtout bah ce serait pas loin d'être un ballon d'or, parce que avec toutes les stats, tout ce qu'il peut renvoyer, tout ce qu'il peut faire, j'aime bien cette version de Gvara où tu vois la surmotivation et la capacité à être ce gars, à se détacher, à se distinguer des autres. On sait que dans l'aspect du dribble et l'accélération, c'est fort, mais la petite feinte sur Mamardashvili, sur le deuxième but, pour réussir à vraiment s'écarter et derrière transformer, bah, un petit délice. Un petit délice parce que c'est juste trop fort. Oui, bien sûr, c'est vrai que il y a une histoire de flemme, je pense aussi que c'est un truc énergique, vu la dépense, vu en plus comment ça travaille. Moi, je vois un Gvara quand il y a ce genre de soirée, et c'est vrai que ça a été un bénéfice absolu pour le PSG de le récupérer l'hiver dernier à Naples, parce que il t'a résolu pas mal de problèmes. Alors, c'était pas les plus gros problèmes, mais d'avoir un ailier dans un registre différent, d'avoir un mec qui est capable de répondre à l'intensité de ce type de rendez-vous, de faire des efforts défensifs, et d'avoir ce fameux facteur X. Gvara, il peut te débloquer n'importe quel match. Ça peut être un PSG-Metz, même si on voit que la Ligue 1, c'est pas son dada, et il peut, à lui tout seul, mettre le but qu'il faut contre n'importe quelle équipe dans le monde. Et ce type de joueur, alors quand je dis à n'importe quel moment, ça veut pas dire qu'il va le faire à tous les matchs. Sinon, comme je vous dis, Gvara, il serait dans une dimension très très loin de nous, dans une galaxie très très lointaine. Petite dédicace à... J'ai vu que Disney Plus a sorti une série sur Dark Maul, et Dark Maul, ça rappelle des souvenirs, donc on va peut-être regarder ça après le stream. Rétro qui nous dit: je kiffe tellement ce mec, c'est un monstre physique, et techniquement c'est rare de toucher le ballon comme ça proche du pied avant d'envoyer un missile lucarne souvent. C'est vrai que t'as raison, il y a une protection de balle, il y a une capacité de fréquence d'appui à envoyer des frappes archi lourdes. Non, franchement, Gvara version Ligue des Champions depuis un an, il y a quand même pas mal de matchs références, il y a des stats pour lui, ça commence à bien parler. J'ai pas toutes les stats en tête justement sur ce qu'il a fait en Ligue des Champions depuis un moment. 8 buts et 4 passes D quand même en 12 apparitions cette saison, donc décisif chaque match, voilà, impliqué. Et l'an passé en LDC, c'est 3 buts et 2 passes D en 9 rencontres, donc si on fait le cumul, en 21 matchs, il a été décisif à 17 reprises. Alors, c'est des vraies bonnes stats. Et pour un ailier, dans son genre, qui est pas le meilleur buteur, tu vois, c'est pas, il a peut-être pas des stats comme Luis Diaz cette saison, comme Vinicius à certains moments, Rafinha, Yamal qui a pu s'en rapprocher, mais ouais, et là tu vois, ouais, c'est ça en fait. Mais attendez, 8 buts, c'est le double de la Ligue 1, passe décisive, il est au même niveau. En fait, il a été plus décisif en
en 21 matchs de LDC qu'en 37 de Ligue 1, quoi. Donc, Gvara, on essaye de monter ce championnat. En plus, en ce moment, on a besoin de, de petits lovés pour Ligue 1+. Donc, il serait temps de faire pareil. Ouais, homme du match sur les 3 dernières rencontres. Non, c'est vrai que ce Gvara-là, c'est le joueur du mercredi soir. Voilà, on va déposer l'appellation. Unai Emery est le coach du jeudi soir. Désormais, on a peut-être aussi l'homme des mardis, des mercredis soirs. C'est quand même ouais, c'est fascinant. Mais surtout, on parle de ça. Il y a le but, mais il y a aussi tout ce qu'il fait à côté. Où c'est très facile. C'est franchement assez royal. T'as pensé quoi de Doué malgré son but? Je l'ai pas trouvé très bon. Il a des moments d'étincelle, mais je trouve qu'il pourrait jouer plus simple et faciliter plus le jeu. Il est frustrant parfois par rapport à son talent. T'as pas mal résumé Désiré Doué finalement sur ce joueur, à quel point il peut être brillant et avoir son truc à lui, et en même temps tomber dans un registre où on se dit est-ce qu'il peut pas simplifier son jeu, mais ça fait partie d'une catégorie de joueurs comme Ryan Cherki, comme d'autres. Est-ce que j'ai envie finalement de les voir faire que des choses simples? J'ai envie qu'ils tentent, qu'ils osent. Évidemment, faut pas prendre des prises de risques inconsidérées. Il y a eu cette perte de balle sur le deuxième but concédé contre Chelsea en 8e de finale aller. Mais Désiré Doué, on a quand même un joueur qui a su s'affiner, qui a compris très très bien le logiciel Luis Enrique. Et je pense pas qu'on puisse lui tomber dessus ce soir. J'ai pas eu beaucoup d'actions où je me suis dit waouh, là il fait quand même, il abuse. Je vois ce que tu veux dire parce que sur ce que ce joueur dégage, et c'est là où on est extrêmement perfectionniste quand on voit, tu vois, du Doué, du Gvara, du Dembélé. Pour moi, il y a quand même un vrai bon trio offensif, mais ils sont capables d'aller chercher bien mieux. C'est pour ça qu'on est juste sur un 2-0 par rapport à la faiblesse de Liverpool et l'animation offensive du PSG ce soir et certains espaces. Ça va terminer à 4-5-0. C'est vrai que Doué, après, voilà, après son but un peu chanceux, il y a eu quelques fulgurances. Ça a été peut-être moins bluffant, mais on est quand même encore sur un joueur qui apprend, qui a 21 ans, qui a montré pas mal de choses. Ouais, c'est compréhensible qu'il soit toujours en balance avec Barcola. C'est ça, Barcola va revenir de blessure. Moi, si je suis Luis Enrique, je préfère Barcola qui a été quand même resplendissant sur les matchs face à Chelsea que ce Doué-là. Mais en même temps, Doué, c'est le mec de la finale contre l'Inter. Donc, c'est assez admirable. Que dire de plus? Je pense que tout le monde a bien travaillé. João Neves, j'ai même pas évoqué João Neves. Ce qui est bien, c'est que João Neves, il revient de blessure. Passeur décisif contre Chelsea. Il est encore là ce soir. Ce garçon, hein, en fait, ce qui est bien depuis un moment avec le PSG de Luis Enrique, c'est j'ai seulement des éloges à faire. Il y a, comme on dit, hein, il y a 2-3 micro-détails à chercher, 2-3 imperfections, 2-3 séquences. On se dit, ça peut faire mieux. Il y a aussi ce manque peut-être d'application offensive à la fin. Un petit peu trop de freestyle, mais sinon les standards de cette équipe depuis 1 an et 3 mois, c'est quand même une vraie belle version de football. Ça fait partie des incontournables, des équipes qui marquent, je pense, cette décennie 2020. Faut toujours prendre du recul, parce que c'est vrai qu'après la victoire contre l'Inter et pendant la Coupe du Monde des clubs, on a commencé à les comparer à des monstres type Barça 2011, tout ça. Je pense qu'en fait, il faut laisser cette équipe encore vivre, aller le plus loin possible. Et vu la jeunesse, parce que c'est vrai que c'est des fois, on oublie certaines choses, mais Nuno Mendes à 23 ans, Pacho à 24 ans, Neves à 21 ans, Zaïre Emery à 20 ans, Vitinha, je le mets de côté, mais il a juste 26 ans, Gvara 25, Doué 20, Dembélé 28. Kanglingi c'est quoi, c'est 24, 25 et tu as du coup t'as Mbaye, Mayolo, tout ça, et Barcola c'est 24, c'est 23. Est-ce qu'on se rend compte de la jeunesse et du groupe formé où tu sais que c'est du court, du moyen et surtout du long terme? Là, juste ce qui s'est passé, en fait je me demande à quel point Luis Enrique va rester longtemps, et est-ce que ce coach est capable d'être... on peut aller loin. Hein. Est-ce que c'est capable d'être un Pep comme il l'a été à City? Est-ce que c'est capable d'être un Klopp à Liverpool? Est-ce qu'il peut être, pourquoi pas, un Wenger à Sir Alex, même s'il fait 20 ans, 30 ans, c'est de la folie furieuse. Mais depuis qu'il est arrivé, il a changé beaucoup de choses en bien. Il y a une méthode qui fonctionne et tout le monde est un peu unanime là-dessus.
Et j'aime bien parce que lui aussi dégage une vraie forme de sérénité. Il y a du calme. Quand il y a eu voilà, les matchs qui étaient un peu durs contre Monaco et tout, lui c'était le premier à être sûr. Hein. On est l'équipe la plus près des huitièmes de finale. Bah, il avait raison hein, quand on voit le résultat et la perf envoyée contre Chelsea. Contrat jusqu'en 2030 proposé. Après, pour Luis Enrique, tu peux avoir peut-être la tentation barcelonaise de revenir coacher là-bas, mais t'as Hansi qui est bien installé. Sinon, si t'as pas d'équipe, tu vois, un peu monumentale comme ça, qui te propose le contrat d'une vie, je pense que ouais, Luis Enrique, il peut vraiment s'installer très très longtemps. Et c'est beau. Enfin, je pense qu'il a changé la vie de beaucoup de Parisiens en bien. Et il a fallu aussi passer, comme je vous dis, il y a eu des moments difficiles. Hein. La défaite 4-1 à Newcastle, l'élimination contre Dortmund, où c'est vrai que t'es pas chanceux parce que tu touches pas mal les montants. Le fait de faire partir Neymar, Verratti à son arrivée, Mbappé un an après, la fameuse purge des stars, où quand le PSG début 2024, galérant en Ligue des Champions, a gagné contre le Gérone, faisait nul contre le PSV, c'était un peu au secours, revenez les Kylian, revenez les Neymar, revenez les Messi, il a tenu bon, donc ouais, là il peut être fier du boulot accompli. En plus c'est vrai quand on l'entend en conférence de presse, il joue avec les journalistes, il taquine tout le monde, il est dans sa bulle, mais il a bien raison, notre ami Lucho. Ouais, ce PSG, il fait peur. Maintenant, c'est comme d'hab. Hein. Prochain tour, potentiellement, c'est le Bayern. Je suis élogieux envers le PSG, mais j'ai dit beaucoup de choses aussi sur l'armada bavaroise. On a une vraie finale avant l'heure. Franchement, je ne sais pas ce que ça pourrait donner ce match. L'aller sera au parc, le retour à Munich. On n'y est pas encore. Quelqu'un m'a demandé mes pronostics pour les matchs retour. Le PSG va faire le job. Je les vois pas paniquer, trembler contre un Liverpool qui va tenter une nuit magique à Anfield. On peut toujours s'en méfier. Mais déjà l'an dernier, ils avaient été forts pour remonter ce but. Je pense que mentalement, et même ils ont aussi... C'est pas juste dans la tête, c'est aussi des armes footballistiques qui sont bien supérieures à ce Liverpool-là. Bayern-Real, t'as qu'un but d'écart et on sait que le Real commence à y croire, mais je pense que le Bayern va faire le job. Arsenal Sporting, je pense que Arsenal va maîtriser ça. Et le Barça Atlético, je sais pas, mais comme je vous dis, c'est des rencontres tellement spéciales. Est-ce qu'ils peuvent pas le faire, le Barça? Est-ce que tu peux pas avoir un rebondissement fou? Et ça va être des rendez-vous capitaux. Et surtout, on se retrouve dès mardi prochain pour ces matchs-là. Le Liverpool PSG et l'Atlético Barça. Là, on va être quand même extrêmement bien servi. Ce qu'il a fait à mon PSG en si peu de temps, je dirais même que Luis Enrique a changé ma vision du foot. J'aurais jamais pensé que l'ex-équipe de stars soit devenue une référence mondiale pour son collectif. C'est vrai qu'en plus, à un moment donné, tu avais aussi ce dilemme de te dire pourquoi est-ce qu'on enlève toutes les stars alors que le PSG, justement, c'est l'équipe qui a été construite et qui a accueilli tellement de stars au fur et à mesure, qui s'est nourrie de ça. Les Rai, les Susic, les Okocha, les Ronaldinho, les Ibra, Neymar, Messi, Mbappé, tout ça, j'ai oublié des stars évidemment dans le lot, tu vois, Georges Weah, Ballon d'Or, même Paul Eta, star de la Ligue 1, mais c'est vrai que certains se disaient non, en fait c'est notre ADN finalement d'avoir ce clinquant, d'avoir ce pédigré supérieur, et Luis Enrique il a compris qui pouvait Beckham. Bah tu sais que Beckham dans le cœur d'un certain Braque de cas, c'est top 5 légende du PSG et crois-moi sur le classement qu'il avait fait, c'était pas cinquième, mais tu vois typiquement Beckham fin d'aventure, il vient pour 6 mois. Ça, c'est des coups à la PSG ancienne version avant Luis Enrique. Des noms comme ça. Gianluigi Buffon, Dani Alves. C'est vrai que t'as Sergio Ramos. C'est vrai qu'ils aiment bien aussi ce truc un peu des stars, des gros noms. Là, ça a changé maintenant pour attirer un trentenaire au PSG. Je pense que le trentenaire, il doit avoir des références assez folles. J'ai pas du tout regardé le PSG, c'était vraiment flagrant au-dessus. Ah, c'est vraiment un écart assez abyssal entre les deux équipes et le 2-0 est gentil. Le 2-0 est vraiment propre. Et puis c'est quoi une star du coup? Parce qu'aujourd'hui tous les titres du club sont des stars techniquement à part Safonov. T'as tout dit en fait. Aujourd'hui c'est des noms qui parlent à tout le monde parce qu'ils se sont imposés dans ce collectif qui tourne très très bien. Dembélé Ballon d'Or, certains étaient Team Vitinha, d'autres étaient Team Hakimi, mais Dembélé a bien symbolisé ça et surtout je vais pas dire le renouveau, mais cette forme de transformation archi bluffante quoi. Il faut au PSG des vieux tontons de Ligue 1 sur le banc pour tenir la boutique de temps en temps. Alors franchement, les vieux tontons pour moi, bon déjà t'as Marquinhos 31 ans, mais
Lucas Hernandez dans son rôle, qui a 30 ans, ça c'est bien. Après, Gonzalo Ramos, il a quel âge? Il a que 24 ans, même lui, c'est jeune. C'est vrai que sur le banc, t'as pas mal de jeunesse. Donc, je vois ce que tu veux dire, peut-être prendre un mec, un mec en plus d'expérience, mais finalement, même là, ça tient la route, quoi. Maintenant, on va passer à l'évaluation de, de Liverpool. Quel Parisien peut prendre le BO cette année selon toi si ça va au bout? Oh, c'est une bonne question. Franchement, Dembélé est de nouveau un bon candidat. Gvara aura pas la Géorgie à la Coupe du Monde et je pense que la CDM, ça peut compter quand même dans certains esprits. C'est pour ça que les Portugais, attention au parcours du Portugal pour Nuno, pour Vitinha, pour João Neves, ça peut faire des différences. Après, il faudra aussi voir lequel se distinguera le plus. Mais si Nuno Mendes fait une CDM folle, même Hakimi, c'est vrai qu'Hakimi, il a gagné techniquement la Coupe d'Afrique des Nations. Ça peut être Doué ou Barcola si gros CDM. Ils partent peut-être d'un peu plus loin par rapport à d'autres, mais s'il faut qu'ils fassent une CDM 1, faut qu'ils envoient. Hein. Il faut qu'ils fassent la Coupe du Monde 58 de Juste Fontaine avec ses 13 buts, l'Euro 84 de Platini avec ses 9 buts. Il faut vraiment qu'ils envoient des records un peu statistiques pour se rapprocher de ces éléments-là. Mais ouais, je pense que la Coupe du Monde va avoir un facteur très important. Par exemple, si on prend, on ira après sur le Barça, mais si les Blaugrana se font éliminer en quart de LDC. Le Barça va quand même faire Super Coupe, t'as eu pas mal de trophées, t'auras la Liga, t'as un quart de LDC ok, mais si l'Espagne va au bout avec un Yamal resplendissant, Yamal il sera quand même un très très bon candidat. Faut le dire, sa saison elle est quand même pour l'instant assez folle, donc on peut pas forcément l'écarter. Si c'est le Bayern, bah, tu peux aussi dire est-ce que ce sera un Allemand, mais si l'Allemagne va pas loin, est-ce que ça va pas être plutôt un Harry Kane ou alors même un Olysée? En fait, t'as beaucoup de cheminement, te dire qu'est-ce qui va se passer sur la Coupe du Monde, tout ça. On est fatigué des débats Ballon d'Or, je trouve. En vrai, je comprends, c'est peut-être pas le moment et tout, mais ça reste intéressant de savoir, là, dans cette équipe, qui peut y prétendre en avril. T'as quand même des noms qui peuvent ressortir. Côté Liverpool, c'est dur. Le constat est très dur. L'échec de cette saison 2025-2026, et il manque tellement de choses à cette équipe, c'est incompréhensible. Il y a des stagnations, il y a surtout des régressions, des joueurs qui me font peur. Le niveau de Konaté, Van Dijk, c'est respect encore une fois, et c'est pour ça que dans la fameuse draft des défenseurs, je l'ai pas trop descendu parce que avec les Pays-Bas, ça reste correct, mais ce que je vois par moment avec Liverpool, ça me fait flipper. Gravenberch et McAllister aussi, où sont passés les gars flamboyants, les architectes du milieu de terrain, avec un Szoboszlai qui courait partout l'an passé. Là aussi, ça manque quelque chose. En vrai, à Liverpool, t'as Gravenberch, t'as Ekitike qui font leur saison, t'avais Alisson avant sa blessure. Baderjvili, il en sort quand même ce soir des 2-3 petites frappes. Il est à 4 arrêts. Bon, il est à 0,18 d'XG évité. Bon, c'est pas les arrêts peut-être les plus fous, mais difficile de lui reprocher quelque chose sur les buts encaissés. Il y a la fin de Gvara, oui, tu te fais avoir par une fin d'attaquant, mais elle est tellement belle, elle est tellement propre. La frappe de Doué, peut-être que tu te fais lober, c'est ça qui est dur. Ouais, c'est toujours des petits détails à trouver, mais là on fait le constat de cette équipe. À part deux noms, il y en a très très peu qui ont répondu aux attentes. Le mercato estival est un échec. T'as pas eu de bol peut-être avec Isaac, mais est-ce que justement ces 130 millions d'Isaac, on pouvait pas les envoyer sur un autre poste, un autre profil? Je suis un très très grand fan d'Isaac, mais à partir du moment où t'avais Ekitike, est-ce que c'est pas d'autres postes qu'il fallait renforcer en priorité? Un ailier, un défenseur, voire un latéral? J'ai l'impression qu'il va falloir changer quand même pas mal de choses pour une équipe qui a déjà dépensé 500 millions. Il y a des joueurs qu'on va découvrir parce que Léoni, le pauvre, il s'est fait les croisés. Ça a été très très vite pour lui. Mais je repense à ce fameux jour de septembre, le 1er septembre 2025, où Marc Guéhi doit signer à Liverpool et ça se fait pas pour une question de timing. Est-ce que un joueur aurait pu changer? Parce que Guy est très très moins excité, il faut le dire. Est-ce qu'un gars aurait pu changer la saison des Reds? En tout cas, je pense qu'il y aurait eu pas mal de joueurs qui seraient remis en question. Parce que là, dans un monde idéal, Konaté aurait dû aller sur le banc. Il y en a d'autres qui auraient dû beaucoup moins jouer. Mais finalement, cet argent n'a pas été bien optimisé. Arne Slot, je pense que c'est finito.
Je sais que certains ont pointé du doigt en mode il a juste récupéré les bonnes fondations de Klopp, il a rien fait. Je trouvais quand même son Liverpool pas mal en première ligue. Certes, tu récupères un club très très bien géré et avec un effectif très intéressant où il y a très peu de défauts. Klopp a vraiment laissé une empreinte admirable, mais lui petit à petit il a mis ses touches comme l'incorporation de Gravenberch au milieu de terrain, un rôle plus que pertinent. Maintenant, c'était l'année d'après avec ses recrues et ça n'a pas pris à part Ekitike, donc faut voir. Quand Isaac est dispo, tu te devais de le prendre. La plus grosse perte a été Diaz, qui était une machine de pressing avec Slobo. Ça permettait au bloc de redescendre et de se replacer. Désormais, on prend tellement de contre. Ouais, c'est ça aussi, Luis Diaz. On mesure l'impact du joueur à son absence. Et Gakpo n'a pas été capable de le remplacer. Chiesa n'est peut-être plus une alternative physique suffisante. Ngumoa reste trop jeune. Wirtz, c'est pas forcément un ailier capable d'occuper à 100% ce rôle. T'as bien sûr la perte de Diogo Jota. C'est pour ça, quand on parle de Liverpool, on est très sévère avec eux. Je pense qu'il y a toujours cette nuance à apporter. Quoi qu'il arrive, la perte de Luis Diaz, t'es vraiment orphelin de lui. Et ce qui est bien, c'est que t'as pas mal de candidats pour la saison prochaine d'un point de vue des ailiers, même pour l'après-Salah. Ça a pas mal évoqué Yann Diomandé de Leipzig. J'ai vu passer aussi du Anthony Gordon de Newcastle. Ils vont devoir encore dépenser de l'argent, mais t'es en première ligue, si t'as les moyens. En plus, c'est un club qui a été vraiment bien géré de ce point de vue-là. Ça me choque pas, mais attention à pas reproduire les mêmes erreurs et vraiment bien cibler les postes. Après, comme vous dites, l'effectif là, il tourne pas bien, on a vu des choses pas belles, mais pour moi, c'est tout sauf un mauvais groupe. Il suffit d'un changement de coach, d'une nouvelle mentalité, et je suis unanime, comme vous, aligné. L'arrivée de Xabi Alonso, elle peut permettre à certains joueurs comme Wirtz, comme Frimpong, de retrouver un certain allant. Et c'est là, on a envie que ça se passe. Et pareil, quel joueur va ramener notre ami Xabi Alonso? Est-ce que, par exemple, à gauche, on aura peut-être un certain Alejandro Grimaldo? Est-ce qu'au milieu de terrain, j'ai peut-être une dinguerie, une take, mais pour moi, si Xabi Alonso débarque, je serais pas surpris qu'il aille chercher peut-être un Xhaka à Sunderland. Ça a été son homme de base à Leverkusen. J'ai l'impression qu'il pourrait peut-être le ramener. Et puis Xhaka, Première Ligue, ça se connaît bien. Donc non, ça serait un dossier fascinant pour l'été prochain. En plus, tu sais, comme on dit souvent, le poids de l'histoire, tout ce que ça représente, la finale 2005 de Ligue des Champions, Anfield, Xabi Alonso avec Gerrard, Xabi Alonso avec El Niño Torres. Non, c'est fou. Alex Garcia, ouais. C'est vrai que j'ai parlé de Xhaka, mais Alex Garcia aussi, ça peut être... pourquoi pas une possibilité. On n'a pas l'impression que le board veuille du changement, même Slot en conférence de presse, ses déclarations sont lunaires, indignes du club. Ouais, il y a eu pas mal de choses un peu bizarres, variables. Liverpool, d'habitude, tout le monde était à peu près aligné. Là, pour la première fois, j'ai vu plusieurs sons de cloche. Donc ouais, justement, en parlant de... Ça sonne la fin du glas pour moi, et ça va partir sur une autre histoire. Faut changer, mais il faut quand même être en Ligue des Champions, parce que, quand je vous dis, ce serait un échec monumental, et une petite humiliation de ne pas voir ces Reds-là en LDC. Un Camavinga à Liverpool, t'en penses quoi? En vrai, il y a des pistes mercato qui peuvent être intéressantes. Est-ce qu'un joueur, entre guillemets, dans le dur peut se relancer dans une équipe dans le dur? Mais comme c'est un nouveau coach, un autre contexte, moi, Camavinga, ça fait partie des joueurs. Je suis un vrai bon club européen. Si la somme n'est pas délirante, je suis prêt à faire le pari. Est-ce que c'est un joueur qui peut perdre beaucoup de sa valeur marchande si ça marche pas d'ici 2-3 ans? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être une belle alternative, même en défense centrale. Bon, certains vont dire défenseur de Bundesliga, mais Edmond Tapsoba, je sais pas si ça va coûter très très cher, mais un Tapsoba à Liverpool, qui t'a ramené des anciens de Leverkusen, je serais quand même assez friand de voir ça. Et puis, c'est vrai que parmi tout ce qui s'est passé ce soir de négatif côté Liverpool, t'as Andrew Robertson qui rentre, Cody Gakpo qui rentre, Curtis Jones qui rentre, Alexander Isak qui rentre, Trey Noni qui rentre. Il y a un nom qui manque, mais pourtant il était bien là. On a vu des vidéos où il se baladait dans Paris. Mohamed Salah est resté sur le banc. Qu'il démarre pas titulaire, c'est pas le scandale du siècle, mais qu'il ne soit pas au moins sur la pelouse un petit quart d'heure, 20 minutes, par rapport à ce que ce joueur représente, c'est vrai que c'est dur. Camavinga jouait avec Alonso au Real. Ça, c'est une bonne interrogation en vrai. Est-ce que Camavinga était dans les petits papiers
du Shabby Ball au début, parce qu'il y a eu toujours 2-3 blessures. De toute façon, l'historique blessure de Kamavinga, je vous avoue que je suis de temps en temps perdu. Donc, données de compétition Kamavinga, 22 matchs en Liga. Ouais, il a quand même eu sa période, hein. Tu vois, quand ça a commencé à enchaîner, il était là, il a fait pas mal de matchs. De toute façon, ça part à ce niveau-là, de mémoire, ça part après le match du Betis, parce que le Betis, il gagne 5-1, et je pense qu'il est sur le banc. Et après, Levante, ça gagne 2-0, et c'est Arbeloa qui prend la chose. Donc, ça joue en Liga. Ça joue pas tout le temps, hein, mais t'as quand même du temps de jeu. Et là, en LDC, il y a quand même, tu vois, pas mal de matchs. Attends, ah non, du coup, bon, il y en a peut-être pas forcément. Après, c'est vrai que ça s'est accéléré à partir de janvier. Donc, temps de jeu correct. On peut dire temps de jeu correct pour notre ami Kamavinga avec Xabi Alonso. Mais ouais, si vous faites un mercato idéal, Liverpool version Xabi Alonso, je pense que vous pouvez vraiment vous amuser, quoi. Gakpo, c'est tellement le néant. Slot fait rentrer Nioni, joue les 3 dernières minutes avec 4 milieux, ce qui mène au litige de Konaté. C'est n'importe quoi le coaching. Ah bah, de toute façon, je pense que tu as résumé beaucoup de choses. On est sur un mec un peu paumé qui sait pas par quel bout prendre la chose. Mais Gakpo, bon, avec Klopp, c'était pas simple. Avec Slot aussi. Il y a qu'avec les Pays-Bas et tous les 2 ans dans les grands tournois internationaux qui se réveillent. Je sais pas ce qui se passe pour lui. Moi, je le garde sur le banc parce que c'est Gakpo, mais au bout d'un moment, si tu peux le faire partir et récupérer un petit billet, par exemple, moi, je suis directeur sportif des Reds, t'as une offre de 40 millions d'euros d'Al Nasser pour Gakpo, franchement, j'hésite aucun moment à prendre mon stylo bic et à mettre ma petite signature, hein. Parce que c'est vrai que ça fait un moment à Liverpool où ça tourne en rond. Il n'a jamais été capable justement de prendre solide, d'assumer un héritage, une succession d'un Luis Diaz ou d'un autre. En tout cas, ça va être dur. Ça va être dur pour le Liverpool sur ce match retour. Et le Barça, est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce que le Barça peut réussir à inverser cette tendance? Le Barça est tombé dans le piège, dans le traquenard du Cholismo. En même temps, tu avais des absents, tu pouvais dire, bon, c'est vrai que Rafinha, en LDC, ça peut manquer, mais tu avais quand même des joueurs où tu t'es dit, bon, t'as une colonne vertébrale avec Joan Garcia, Martin Cubarsi à la défense du moment. Pedri qui est sorti à la mi-temps. Je sais pas si on a eu des échos par rapport à ça. Pedri, injury, est-ce que t'as quelque chose qui s'est ressenti ou alors est-ce que c'était... Alors, Andy Flick sur la décision de sortir Pedri, c'est un mélange. Il a des problèmes depuis un moment, mais c'est rien de grave. Nous avons besoin qu'il soit en forme pour les prochains matchs. C'est quand même fort de sortir Pedri à la mi-temps et de se dire on va le préserver pour un éventuel match retour. Donc on parlait tout à l'heure des Barcelonais qui seraient pas là ce week-end. Pedri, ça va être bien mis au frigo. En face, tu as cette fameuse équipe de Atlético. Ouais, je vais aller voir les stats parce que ça me démange un petit peu, hein, je vous avoue. 42% de possession, 0,45 XG, 5 tirs, 3 cadrés, une occasion de but. 17 fautes à 6. Devinez que l'équipe était en supériorité numérique. C'est pas simple quand on voit ces stats-là, hein. Non, c'est pas Anko, Ruggieri ou Poubil qui a pris un carton rouge à la 45e. Ah, je pense qu'on est sur une perf all-time du Cholismo. Franchement, bravo. Bravo parce que là, ça régale. Ça régale hein, de voir cette proposition-là. Et pourtant, ça fait la différence. Ce coup franc d'Alvarez, moi j'adore, hein, évidemment. Hein, 0,08 d'XG, il la place tellement bien. C'est vrai qu'elle n'est pas lucarne. Lucarne, elle est un peu déportée entre l'axe et le côté. Mais la manière dont il la frappe, il a vraiment une technique, Alvarez, sur les CPA, sur les coups de pied arrêtés qui est fascinante. Il en avait déjà eu un contre le Real Madrid sur la première partie de saison qui était pas mal du tout. Et comme je vous dis, hein, dans sa catégorie de joueurs, c'est le meilleur numéro 9 pour les coups francs. Il est avec Grimaldo et Szoboszlai pour être l'élu de la prophétie, celui qui va équilibrer la force après tant de déceptions et de tireurs absents sur les coups francs. Attention à ne pas te délaisser la Liga ce week-end pour essayer la LDC parce qu'une défaite peut faire très mal. C'est vrai que tu as ce piège qui peut se refermer, mais en même temps, est-ce que de son côté, le Real va pas être hyper concentré sur Munich ce week-end? Oh, c'est le derby contre l'Espagnol. Est-ce que tu peux te
te permettre de faire tourner un petit peu contre cette équipe de l'Espagnol qui aimerait peut-être gâcher la fête. Donc c'est vrai que ça peut représenter quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai qu'il reste quand même pas mal de matchs en Liga. À mon avis, Hansi Flick va quand même reposer certains joueurs. De toute façon, si tu reposes Yamal, ça en dira long sur tes intentions. Et ce quart de finale là. Il y a ensuite ce but de Sorloth, l'impact player. Ouais, c'est vrai que ce secteur offensif des Colchoneros, il est pas mal parce qu'il est assez fourni. Et Giuliano Simeone, Griezmann, Alvarez, Lookman, Baena, Sorloth, même Thiago Almada un petit peu. T'as 6-7 profils et chacun ne se ressemble pas. Donc t'as une belle palette pour le Cholo et t'as aussi des joueurs qui peuvent assurer un avenir. Alors, quelqu'un me demandait, Alvarez, ça va partir, Alvarez, futur attaquant du Barça. Alvarez a un prix qui est quand même bien élevé. Ils l'ont payé une certaine somme. Alvarez, c'est pas le neuf le plus régulier d'Europe, c'est pas celui qui a les meilleures stats. En Liga, je crois qu'il est même pas à 10 buts. Je sais plus à combien il est en Liga. Après, évidemment, toute compétition confondue, ça reste fort. En Ligue des Champions, c'est 9 buts et 4 passes D. Donc, voilà, il a plus de buts en LDC qu'en Liga. C'est le Gvara espagnol. C'est le Gvara de la péninsule ibérique. Donc, c'est vrai que, bon, quand t'es Julián Alvarez en Liga, normalement, tu dois faire bien plus. Mais il y a cette version en LDC où ça plante énormément. Et puis, il y a cette question de certains, parce que moi j'ai dit les grandes soirées aux grands joueurs, parce que ce moment-là, sur le coup franc, c'est un moment de gloire, c'est un truc archi rare. C'est le genre de choses qu'un grand joueur de sa trempe. Je pense qu'Alvarez est un grand joueur. C'est pas évidemment encore une légende, c'est pas un monument, mais il lui manque encore ces petits trucs justement à s'affiner, à peut-être moins disparaître sur certaines rencontres. Après, il est dans une équipe où justement c'est le gars qui incarne ça. Mais il y en a d'autres qui peuvent justement te porter. Et c'est pour ça que j'avais adoré personnellement la demi-finale aller de LDC, demi-finale aller de Copa del Rey, où tu avais et Lookman, et Simeone, et Grisou, et Alvarez, qui s'étaient répartis les bons points, les passes D, les buts, et ça avait vraiment une synergie folle. Et puis Alvarez, ouais, pour moi, dire que c'est un gars qui répond pas dans les grands rendez-vous. J'ai parlé du Real, là il marque contre l'Inter cette saison, il marque contre Tottenham, il plante aussi contre Bruges en barrage. T'as évidemment cette Coupe du Monde 2022 où il est remplaçant, on va dire de base, et devient titulaire et décisif dans la quête du sacre de l'Argentine. Donc à 26 ans, en fait, Alvarez, il a déjà tout gagné, ce qui est bien, mais ce qui peut être un piège parce que on sent qu'il en a encore sous le pied, et c'est à lui de nous montrer, au-delà de ce coup franc qui tape excellemment bien, à quel point il peut nous donner plus de ce genre de moments. Parce que là, quelqu'un m'a demandé Alvarez, meilleur neuf du monde, Dubusso qui me demande. Moi, je le mets pas. En vrai, je préfère Kane. Il y a Dembélé que je préfère. Si tu te demandes, c'est le même principe qu'on avait fait une draft. Voilà, à quelle place se retrouve Alvarez? Pour moi, il est 5e, 6e. Il est à la lutte avec Lautaro. Donc, c'est pour ça qu'il doit encore gagner et on attend plus. Mais c'est normal, on est exigeant avec ce type de joueurs parce qu'ils savent faire ce type d'action. Et ouais, il y a des buts, il y a des séquences de très très haut niveau. Quand il est dans un bon jour, Alvarez, waouh, il marque un but à Tottenham. Techniquement, c'est quand même assez fou quoi. Merci beaucoup à Constich, bonsoir de la Team Podcast. Bah évidemment, on salue bien ceux qui nous écoutent version audio. Tu mets qui titu entre Alvarez et Lautaro en Argentine? Bah en fait, Lautaro pour moi il dépend pas mal de ce système à deux, mais Lautaro a fait une bonne Copa América quand il la gagne il y a 2 ans, et le système précisément de l'Argentine, faut que j'aille retrouver ça parce que je l'ai plus forcément en tête. Tac tac, on va aller voir ça. L'Argentine joue avec Alvarez, Messi, et t'as Lautaro qui rentre. Peut-être prendre directement les matchs de l'Argentine pour s'en rendre compte. On va aller sur 2024 et le système adopté par Scaloni. Copa América 4-4-2, 4-3-3 offensif, 4-4-2, 4-4-2. Ça varie pas mal. Le Canada, tu gagnes 2-0. C'est Alvarez, Messi et Di Maria là. En vrai, c'est vrai qu'il a été pas mal
mis sur le banc, mais il a quand même marqué ses petits buts qu'il faut contre l'Équateur. C'est Martinez, Messi et Alvarez qui rentrent, donc tu as quand même cette alternance. C'est dur, hein, mais franchement, Alvarez, il a la Coupe du Monde pour lui. Il a la Coupe du Monde pour lui. C'est vrai que c'est un moment à part. Pendant ce temps-là, j'ai lancé un petit sondage avec cette histoire. Hop, croyez-vous en la qualif du Barça? Moi, comme je vous dis, j'enterre pas cette possibilité. Je dis pas ça juste pour dire voilà, je vends le truc, mais il va se passer des choses au Riader Metropolitano la semaine prochaine. Je pense qu'on peut vivre peut-être un scénario fou. Pourquoi pas une prolongation? Pourquoi pas des tirs au but? Je pense que ce match est loin d'être fini. Maintenant, c'était aussi le risque parce que pour moi, si le match retour était au Camp Nou, je pense que ça pouvait le faire pour le Barça. Là, avec cette défaite à l'aller, comment ils vont se comporter au retour? En face, ça va être une arène. Ça va être, ils vont vouloir voir leurs gladiateurs dégommer leur proie, des tigres, et essayer de faire la différence. C'est là où il faudra rester mentalement bon, surtout que justement, tu vas avoir le ballon, tu vas essayer d'attaquer, de faire la différence comme tu l'as fait ce soir. T'as pas été inspiré. Il y a cette action de Rashford. C'est vrai, t'as Mousso qui l'arrête bien. Il faut en tout cas épauler un peu plus Lamine Yamal parce que le match qu'il a pu faire ce soir, j'ai trouvé très très bon. Tout ce qu'il a entrepris, 3 occasions créées, une grosse occasion créée. On est sur un joueur qui a touché 73 ballons, 11 dans la surface adverse, 57% de dribble réussi, 100% de centre réussi, 2 sur 2. Il y a quand même une production qui a été assez conséquente. 67% de duels gagnés, 16 sur 24. Ouf, il s'est vraiment démené. Hein, parce que d'habitude, le nombre de duels, je sais pas combien on envoie des duels au total, mais là, tu envoies 3 sur 3. Koundé, par exemple, il en joue 1 sur 3. Yamal a joué 24 duels ce soir. C'est des stats que je vois très peu. C'est pour ça que je m'arrête là-dessus. Je suis assez épaté, bluffé par la capacité de ce gamin à en avoir joué autant et surtout en avoir gagné 2 tiers. Waouh, c'est vrai que c'est fou. Ah bah évidemment, comme tu le dis, Ikea, je suis en train d'imaginer un scénario où le Barça peut le faire. Bah alors là, si dès la 4e minute, t'as Diego Costa qui place sa tête à 45 piges, je serais pas étonné parce que ils aiment gâcher la fête, Atletico. Ils peuvent le faire sur 90 minutes, ils peuvent le faire dès l'entame. Ouais, c'est vraiment pour ça. Je comprends que dans ma TL, j'ai des Barcelonais qui étaient là en mode j'aime pas cette équipe parce que je sais à quel point en 2014 et 2016 ça a été rude et pourtant on avait encore Messi, on avait Iniesta, on avait Suarez derrière, on avait Neymar, tout ça, et pourtant c'est pas passé parce que ils savent y faire. Hein. C'est vraiment la meilleure équipe en aller-retour pour ce genre de configuration tactique et s'en sortir. Et il faut rendre mérite au Cholo parce que c'est sa recette. D'ailleurs, très très drôle à la fin, c'est vrai qu'il avait déjà fait Old Trafford. Le Cholo, dès qu'il y a le coup de sifflet final, il adore sprinter. Mais alors là, il a fait un sprint dans le nouveau tunnel du Camp Nou. Il a de belles jambes encore, hein, le Cholo. Ce que j'ai apprécié aussi de sa part, au-delà de ce petit sprint et de cette recette tactique immuable, c'est la déclaration d'amour à Griezmann. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Beansport l'a tweeté, RMC a pu le faire également. Je l'ai partagé. Mais la manière dont le Cholo parle de Griezmann, c'est beau. Enfin, vraiment, il dit par rapport à tout ce que tu as incarné, la longévité, notre relation entraîneur-joueur, t'es comme un ami. Enfin, un hommage authentique, absolument sublime. Et c'est un des moments foot de la saison, je le dis, même si certains s'en souviendront peut-être pas. C'est pas un top but, c'est pas une qualification en finale de Ligue des Champions, mais la relation Cholo-Griezmann, elle dure depuis 2014. Elle a été coupée par quelques années au Barça, mais au global, c'est quand même quelque chose d'assez fort, assez prononcé. Les deux, à leur manière, sont des légendes de l'Atlético, et je trouvais vraiment ce témoignage devant tout le monde très respectueux, surtout que le Cholo a dit excusez-moi, mais avant de répondre à vos questions, hop, je voulais dire ça, donc vraiment une très belle initiative. Est-ce qu'il sentait, je sais pas, que c'était peut-être le moment, parce que ça pouvait être la dernière conférence de presse commune, le dernier match, le dernier tour de LDC ensemble, mais cet Atlético là, on a encore sous le pied. C'est vrai que là je vous parle, croyez-vous en la qualif, parce que je pense que le Barça
peut le faire. Ils sont capables d'aller gagner au Wanda. Le Cholo invaincu à domicile en phase d'élimination directe en LDC. Si la stat, elle est quand même effrayante. Hein. Tu sais que là, tu es en train de dire que le Barça doit écrire l'histoire, tout simplement, la semaine prochaine, ce qui serait assez fou, quoi. Alors, est-ce que va y avoir Europe à 128 matchs de Ligue des Champions? En vrai, je pense que t'as raison, hein, mais bon, bah, là, Tottenham, ok. Huitième de finale. Bon, là, c'est les tirs au but, hein, on précise évidemment. Donc, hors tir au but, je pense que c'est peut-être important de le préciser. Il gagne contre Dortmund, ok. Huitième de finale, il gagne au tir au but contre l'Inter. Atlético, ils perdent pas à la maison. United, ils font un partout, hop, ça se qualifie. Là, j'ai lu 1-0 contre Chelsea. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 que s'est-il passé? Bon, bah, depuis le but... Attends. Oh, mais c'est vrai que c'était en Roumanie, ce match. Donc, pour l'instant, la stat, elle tient toujours. Parce qu'on parle au Wanda. Hein? C'est vrai que la théorie, tu vois, il s'en sort bien. Ensuite, tu as défaite contre Leipzig, c'était à Lisbonne, donc ça compte. Les victoires contre Liverpool, on s'en souvient juste avant le Covid. 2-0 contre la Juve, ok. Victoire contre le Real, ok. Leicester, c'est bon. Leverkusen, c'est bon également. Tac, tac, tac. Le Bayern, c'est bon. Le Barça, c'est bon. Le PSV à la maison, c'est bon. Il a raison. Hein. En fait, il a raison. C'est vrai qu'ils n'ont jamais perdu hors tir au but à la maison, quoi. Et quand on parle à la maison, c'est vraiment dans leur antre. Que soit le... Ouais, c'est vrai que... Waouh. Là, tu vois, même le run. Hein. Le run... Milan, ils leur mettent 4-1. Le Barça, ils le battent 1-0. Chelsea, ça résiste. Non, bah... On le reconnaît, hein. Il va falloir sortir l'exploit. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, mais il faut quand même pas mal de conditions, de facteurs différents, et pas juste s'appuyer sur un Yamal. Il faudra qu'il y ait d'autres joueurs qui sortent une perf yamalesque. Il faudra que Pedri soit... Alors, on peut pas peut-être l'imaginer à 100%, mais soit à 80-90%. Il faut que Rashford sorte le même match qu'il a pu faire contre Newcastle. Il faut que Dani Olmo se mette dans sa version Espagne ou Super Coupe d'Allemagne, Leipzig face au Bayern. Il faut que Lewandowski soit en mode Dortmund-Real 2013. Il va falloir que tous mettent le curseur bien plus haut pour aller chercher cette qualif. Maintenant, c'est vrai que si on se projette et que l'Atlético le fait, ce sera beau parce qu'ils étaient plutôt annoncés comme outsiders. Et derrière, c'est Arsenal. Arsenal qui aura peut-être la tête à la Première Ligue. Là, c'est vrai que pour Atlético, au moment où on s'y attendait plus, parce que c'est vrai qu'on connaît le Cholo depuis très longtemps, que ça n'a pas fait de demi-finale de LDC depuis 2017. Voilà, 9 ans après, ça pourrait être de nouveau le cas. Ça a été toujours une petite déception parce que même si j'attends pas de l'Atlético qu'elle est en finale chaque année, loin de là, c'est une équipe qui a bien investi, qui a quand même un certain socle. Et il y a eu souvent des huitièmes, des quarts. Des fois, il y a même eu des parcours en Europa League où ils l'ont gagné, tant mieux. Mais je pense que l'Atlético doit être minimum chaque année quart et être en mesure d'aller un peu titiller d'autres équipes. Maintenant, quand on voit à quel point certains joueurs apportent. T'as Poubil qui a pris son carton jaune, qui sera suspendu pour le retour. Là, tu vois, t'as quand même des joueurs différents qu'on a connus par rapport au passé. Giuliano Simeone, le fils. On a évidemment Lookman qui est arrivé cet hiver. Anko, Ruggieri. Là, t'as Mousso qui est là par rapport à Oblak qui n'est pas encore revenu et qui a fait le job. Donc l'Atlético, c'est quand même bien renouvelé. L'Atlético jouera la finale de Copa quelques jours plus tard. Ils vont jouer très gros la semaine prochaine. C'est vrai que ça, c'est un détail qui compte. Hein. Enchaînement, réception Barça, match retour, et derrière la Copa del Rey le samedi contre la Real. Ouais, c'est vrai que tu as potentiellement une semaine où tu peux être demi-finaliste de LDC et rajouter un titre. Et surtout, pour la DER de Griezmann, au moins, tu as ce trophée qui est sécurisé. Alors, c'est double défaite et ta saison, elle est terminée. Enfin, faut le dire. Hein. Élimination plus défaite en finale. Là où ça peut gâcher la fête. Donc, il va falloir garder à l'esprit cette semaine folle.
mais je vais me souvenir d'un tweet d'Univers Dortmund qui avait dit en réponse à Willow quelle sera la finale de LDC quand on avait le tableau 8ème Bayern Atletico. Et voir l'Atletico en cette partie de tableau, c'est pas la take du siècle, mais c'est une prise de risque par rapport au Barça et Arsenal. Donc on n'y est pas encore évidemment, il reste du quart, du demi, mais revoir l'Atletico comme ça, quand je vous dis sonner la fin de la cour de récréation, c'est quelque chose de fort quoi. J'ai bien aimé le match de Griezmann ce soir, au-delà de ça, on a parlé de l'hommage, mais je trouve qu'il a gardé des ballons, il a été propre. De toute façon, c'est vrai que ce secteur-là était capable de faire bien plus de propositions offensives, mais je pense ce soir, au Camp Nou, le plan était clair. Même Giuliano Simeone, hein, il va chercher ce carton rouge dans les pieds de Koubarsi, il joue très très bien le coup. Et attention, parce que c'est vrai que ça fait pas mal d'années où le Barça se fait un peu tuer par des cartons rouges, des erreurs individuelles. On va parler tout à l'heure, hein, avec Koubarsi rejoint peut-être la longue lignée des Arrojo, de certains de ces joueurs qui ont pénalisé leur équipe au moment où il fallait pas. Il fallait peut-être risquer le fait de laisser partir un Simeone, même si je trouve qu'il met bien sa jambe dans la course et il obtient le penalty, le coup franc de manière, et surtout le carton rouge de manière idéale. On se retrouvera donc la semaine prochaine, les Rois, pour les derniers matchs, ces quarts de finale retour, Atlético Barça, Liverpool PSG le mardi 14 avril, et du coup le mercredi 15 avril, Arsenal Sporting, Bayern Real. On va quand même se quitter par une petite note d'aspect comptable financier. Vous le savez, la DNCG publie les rapports des résultats des clubs sur la saison 2024-2025, donc on est vraiment sur la saison passée, et c'est toujours intéressant parce que c'est un peu, j'ai envie de dire, le moment FMI, le moment SES, l'heure de faire un petit peu de l'offre et de la demande, et surtout voir si les clubs travaillent bien, sont trop dépensiers, on fait n'importe quoi. Donc je vous affiche du coup les résultats nets par club de Ligue 1 qui ont été mis par le petit Lillois. Et bien évidemment, le petit Lillois, ils peuvent se féliciter de supporter une équipe qui est tout en haut, hein, 81,66 millions d'euros de résultats nets en positif. T'as du coup 7 équipes de Ligue 1 qui sont en positif. On a Brest qui a 6 millions de dégagés. T'as Lens qui a un peu plus de 4 millions. Monaco qui est quasiment 3 millions. Toulouse un peu plus de 2 millions. Reims à 432 000 euros. Et le FC Nantes, enfin du vert du côté du FC Nantes, enfin quelque chose qui va terminer en positif du côté des Nantais. Il a fallu attendre les bilans comptables pour aller voir ça. Et c'est bien parce que tu auras au moins quelque chose à savourer cette saison. Ok, c'est que 120 000 euros. Dans le foot, pour nous, 120 000 euros, c'est waouh, c'est le jackpot. Mais à l'échelle évidemment du foot, c'est quoi 120 000 euros? C'est une moitié de salaire de Cabella. Donc ça, on le prend tel quel. Et après, il y a certains résultats, on va commencer peut-être à froncer les sourcils. Montpellier, moins 3,7 millions d'euros. Angers, moins 5,6 millions d'euros. J'arrondis à la virgule supérieure. Le Havre qui est à 9,7. Auxerre, 16,5. Le Stade Rennais qui est à 27 millions quasiment. Saint-Etienne, 29 millions. Le PSG à moins 40 millions. L'OGC Nice, moins 40 millions. Strasbourg, moins 78 millions. Waouh. Ok. Marseille, moins 104 millions. Je crois que c'est le pire résultat de l'ère McCourt de ce que j'ai revu. Après, c'est une année sans Coupe d'Europe. Donc, il faudra voir par exemple cette saison. Je pense que tu auras un résultat avec la LDC. Oui, je sais, vous pouvez vanner. Ils sont pas allés loin. Mais je pense que là, on sera quand même sur un résultat un peu plus à valoriser. Alors, Reims est en Ligue 1. Bon, il y a quelques clubs, vous les voyez, Montpellier, Reims, Saint-Étienne. Évidemment, c'est les résultats de la saison 2024-2025. Donc on prend la Ligue 1 de cette saison-là. Et on a gardé le meilleur pour la fin. La performance de John Textor, c'est le crack boursier de 1929. C'est l'affaire Stavinsky, c'est le scandale du canal de Panama. Là, je revois certains cours d'histoire. C'est le système de l'eau, c'est vraiment parmi les gabegies financières les plus folles, moins de 109 millions d'euros. Alors comme je vous dis, l'OL, moins de 108,5 millions d'euros, on va leur laisser 500 000 euros quand même, ça peut peut-être les aider. Il était temps d'arrêter Textor, hein. Je pense que la décision de la DNCG
de rétrograder l'OL dans un premier temps a été salutaire parce qu'il fallait vraiment que chez Eagle, chez Ares, on arrête cette saignée et qu'Ares récupère le bébé avec Michel Kang, avec Garlinger. Et on sait qu'il y a encore des discussions en cours. Il y avait un article récemment du Go sur en été finalement les dettes de l'ère Textor, mais moins de 100 millions d'euros quoi. Enfin, le gars il continue à faire des deals avec Botafogo, avec Nottingham, à faire des trucs totalement what the fuck. Et t'avais ça, mais c'est fou. Alors évidemment, l'OL, voilà, les actionnaires ont remis au pot, t'as eu des ventes des joueurs qui ont fait du bien, t'es propriétaire de certains actifs financiers, comme le stade, mais waouh, le résultat, quand j'ai vu ça, je savais que l'OL ça va être quand même terrible, mais ça permet de se rendre compte à quel point c'est des chiffres qui sont délirants. Enfin, n'importe quel chef d'entreprise, il arrive comme ça, mais il y a des sanctions qui sont quand même assez, assez folles. Et du coup, ce qui était intéressant, forcément, c'est par exemple pour vous expliquer comment ça fonctionne de la part du petit Lillois. Donc, évidemment, tu as des recettes qui sont de plus en plus positifs. Les comptes du LOSC pour la saison 2024-2025 ont été présentés et approuvés en décembre dernier par le conseil d'administration et les commissaires aux comptes. Et le premier constat qui doit être réalisé, c'est que tous les feux sont ouverts ou presque pour la 4e saison pleine de la société Merlin Partners. La formation lilloise a réalisé un bénéfice record de 81,9 millions d'euros. Si ce résultat est boosté par une campagne de LDC ponctuée de succès. C'est vrai que quand je vous dis les Coupes d'Europe, ça fait toujours du bien dans les caisses. Il fait suite à des années déjà vertueuses puisque LOSC avait déjà été bénéficiaire à l'issue de 3 exercices précédents. Donc on part de moins 23 millions d'euros en 2020-2021. Ensuite, c'est 22 millions d'euros en positif 2021-2022. 30 millions d'euros en 2022-2023. Et il y a 2 ans, c'était 17 millions d'euros. 5e de Ligue 1, ces résultats ont évidemment entraîné des gains financiers certains en LDC, donc 284 millions d'euros contre 177 millions d'euros un an plus tôt. Un chiffre d'affaires au transfert s'est notamment envolé, augmentant de 90% en grande partie l'intermédiaire de la LDC et les revenus issus des droits audiovisuels de 47 à 101 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires est de 158 millions d'euros. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans le chiffre d'affaires, je ne vais pas trop vous abreuver de chiffres, mais je trouve que c'est intéressant toujours d'expliquer finalement comment les clubs peuvent gagner de l'argent, surtout les clubs de Ligue 1. Donc sur le chiffre d'affaires du LOSC de 158 millions d'euros, on a 101 millions d'euros qui sont liés aux droits audiovisuels, 25 millions d'euros liés aux sponsors et aux publicités diverses, 28 millions d'euros liés à la billetterie, 1,6 million d'euros liés au merchandising et 1,4 million d'euros correspondant à d'autres produits. D'autres types de revenus s'ajoutent ensuite, à commencer par les subventions dont le montant 31 millions d'euros a été sensiblement similaire à celui enregistré un an plus tôt. Il s'agit pour plus de précision du dernier versement réalisé par l'organisme CVC. CVC, c'est ce genre de choses qui va aussi nous retomber dessus. D'autres points clés sont à spécifier, notamment celui de la dette financière des crédits bancaires en majorité qui a encore été réduite, passant de 29,1 millions d'euros à 10,2 millions d'euros. Bon, la trésorerie a été gonflée, désormais évaluée à 85,6 millions d'euros contre 45 millions d'euros. Bon, je pense que vous l'avez compris, monsieur Olivier Létang est un crack absolu. J'ai vu ton message, Stradri. Létang, c'est Mickaël Zemmour, Textor, c'est Bruno Le Maire. Ouais, pour ceux qui suivent l'actualité économique, ça peut s'apparenter à ça. En vrai, Létang, c'est un personnage qui peut diviser dans le foot français par rapport à ses prises de parole, par rapport à son ton, par rapport à ce qu'il peut raconter. Mais en termes de gestionnaire, c'est plus qu'irréprochable. C'est un modèle du genre. J'ai envie de voir Olivier Létang à Bercy. J'ai envie de voir Olivier Létang récupérer la Grèce en 2010. J'ai envie de voir Olivier Létang en Girondin de Bordeaux. Je sais pas quelles sont ses recettes, sa marge pour travailler, mais c'est quand même assez bluffant. Surtout qu'il arrive après un certain Gérard Lopez qui laisse des trous béants au LOSC, une ardoise, je crois, de moins 300 millions d'euros. Donc il a fallu passer par pas mal de cures d'austérité, sans pour autant dénigrer le sportif. Le LOSC a continué à performer en Ligue 1, à se qualifier en Coupe d'Europe, à part la saison sous Gourvenec. Ça a quand même plutôt bien bossé. Et c'est vrai que ce Lille-là, quand tu vois ce qu'ils réussissent à faire, ouais, t'es juste admiratif, encore plus dans cette ère de la Ligue 1 où tu vois des sommes astronomiques, abyssales. Donc si tout le monde pouvait suivre le modèle du LOSC et d'Olivier Létang, je sais pas s'il a envie de partager ses compétences, parce qu'évidemment ça pourrait renforcer la concurrence. Mais ouais, faut le souligner parce que, en plus, vous le savez, j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a un an à Madrid, et il m'avait dit que le LOSC était le club
le plus bénéficiaire. Et il m'avait dit qu'on serait encore en positif la saison d'après. Il avait évidemment en tête certains chiffres de la LDC. On peut peut-être lui reprocher, oui, sur le mercato, de manquer d'ambition par moment, de pas assez investir, de pas remplacer certains joueurs. Mais au final, quand tu vois l'équipe, elle se tient encore cette saison. Tu peux passer par certaines tempêtes sportives, mais le cap est toujours là. Et surtout, l'équipe reste cohérente sans risquer des pertes. Et ça va très très bien vendre encore certains joueurs. On peut penser à Ayoub Wadi, comme le dit Bill Zversky. Imagine si ça avait touché une indemnité sur David. Ouais, c'est vrai que sur David, ça pourrait faire quelque chose d'assez fou. Tac, donc là on a les résultats nets des clubs de Ligue 2. Oh, Ligue 2, c'est vrai qu'on l'avait pas encore évoqué. T'as le Paris FC qui a moins 33, moins de 33,5 millions d'euros qui est dernier par exemple. Bon, c'est moins des chiffres qui sont éloquents. 3 qui a moins 11,2 millions d'euros. T'as quelques clubs qui sont quand même dans le dur. Mais ouais, les résultats de John Textor, c'est waouh. J'ai pas tous les détails. Sur ce bilan de la saison passée, les Lyonnais détiennent le record en France avec pas moins de 208,5 millions d'euros de pertes. C'est multiplié par 8 par rapport à il y a un an, 25,7. À lui seul, l'OL détient 44% du déficit global du football français. Alors là, ça mériterait la musique de France 98. Bravo les gars. Suivi par l'OM. Voilà, la chute des droits télé a fait très mal. Les raisons de ces mauvais chiffres sont identifiées: la chute drastique des droits télé, le départ de Mediapro, Téléfoot puis d'Amazon, alors accompagné de Canal. DAZN a repris le flambeau, le temps de la saison du 1K2025 pour environ 500 millions d'euros. Moi je crois que c'est moins, même comme chiffre. C'était déjà 200 millions d'euros de moins que l'exercice précédent. On ne sait pas encore combien vont recevoir les clubs de Ligue 1 avec Ligue 1+, mais il faut s'attendre à être de revenus dignes de l'âge de pierre en matière de droits télévisuels. Le bilan est catastrophique. Pour cette année, il risque d'être encore davantage l'an prochain. Il y a tout de même de bons élèves, voilà, comme le LOSC, mais ouais, l'OL, c'est... ils sont bien. Ils sont quand même assez fascinants, quoi. Classement des plus gros budgets salariaux de Ligue 1 la saison dernière. Le PSG, 534 millions d'euros, dans une autre galaxie. L'OL, 55,122. Après, ce qui est bien, l'OL, c'est qu'ils se sont débarrassés de pas mal de joueurs qui touchaient vraiment les gros salaires, les Lacazette, Verretou, Kaetachar. Alors là, c'est vrai que je pense que les résultats de l'OL pour cette saison, je serais plus curieux de voir comment ils ont peut-être redressé la barre, et on sera vraiment loin, je pense, des 208 millions d'euros. Masse salariale de l'OM, 153 millions d'euros hors LDC. Ça chiffre pas mal pour un club quand même, faut le dire. Non, c'est vrai que ça reste toujours intéressant de voir. Et Lille, par exemple, sa masse salariale de 88,957 millions d'euros, c'est moins, par exemple, que Nice, que Monaco, que Rennes. Donc, très bon élève dans cette gestion-là. Et oui, c'est vrai que j'ai parlé de pas mal d'équipes, mais Strasbourg, avec Bluco, c'est quand même moins 78 millions d'euros. Nice, c'est moins 40 millions avec Ineos. Alors, il y a une multipropriété où ils s'en foutent totalement. L'objectif, c'est Manchester United. Mais Nice, qui a moins de 40 millions d'euros, déjà que la situation sportive n'est pas idyllique. Et pourtant, l'an dernier, se qualifier en Ligue des Champions, là, peut-être qu'ils attendaient de meilleurs résultats. Ça va être rude, je pense, cette année. Mais pour moi, c'est même plus le problème de Nice. C'est vraiment la vente qui doit être actée par Ineos, parce que là, ça va droit dans le mur. Et pour Strasbourg, ok, hein, il y a des échanges, il y a des joueurs facilités, tout ça. Mais moins 70 millions d'euros, c'est quand même un résultat qui est quand même assez étonnant. Les amis, on va s'arrêter sur ce, après avoir fait ce petit point économie du football français. Merci à vous de m'avoir suivi. Toujours un plaisir. J'espère que vous avez plu. On a parlé de Ligue des Champions, le PSG Liverpool, le Barça Atlético, et donc les rapports de la DNCG. On se retrouvera pas demain pour la Pipion League et l'Europa. Je vais pas pouvoir faire d'émission, mais on aura un petit rendez-vous vendredi, une petite surprise que je vais vous garder en stream, ce sera en fin d'après-midi. On va se faire une petite sorte de trade qu'on va revoir, histoire de faire un bilan pour voir où en sont certains joueurs 5-6 ans après. Ça va être assez rigolo normalement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur YouTube. Merci à vous de m'avoir suivi, de m'écouter également en podcast sur le COP de Scipion, avec comme toujours Deezer, Apple et Spotify pour m'accompagner. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai parlé tout à l'heure de Dark Maul. Il y a aussi
la dernière saison de The Boys qui est en train d'être sortie. Donc belle hype ici. Et puis on se dit à très vite les amis. À vendredi. Salut à tous.